je vais prendre le temps de vous expliciter cette procédure Parcoursup qui concerne vos enfants actuellement en terminale. Et on va déjà pouvoir mettre la diapo suivante. Voilà. Voilà. Donc, Parcoursup, déjà, c'est quoi? C'est une plateforme d'admission pour la première année de l'enseignement supérieur. Donc, tout candidat à une première année de l'enseignement supérieur doit passer par cette plateforme Parcoursup, et c'est notamment le cas du coup pour vos enfants actuellement en terminale. Donc, c'est bien pour tout élève de terminale ou déjà titulaire d'un bac ou équivalent du bac. Donc, par exemple, les étudiants qui souhaitent se réorienter après une première année sont obligés de repasser par cette plateforme d'admission pour postuler sur une autre formation de l'enseignement supérieur. Diapo suivante, du coup. Ça sert à quoi Parcoursup? Eh bien, en fait, c'est une interface entre des établissements et des candidats. Parcoursup ne sélectionne pas les candidats, ce sont bien les établissements que l'on sollicite pour une admission en première année qui opèrent la sélection. Donc, Parcoursup, c'est une interface. Et cette application permet, grâce à son moteur de recherche, de s'informer aussi sur plus de 17 000 formations à ce jour reconnues par l'État et qui sont entrées dans cette procédure. Alors, Madame Demoule, je pense que, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour les parents, mais je pense que j'ai la même vue que les parents. En fait, la diapo est tronquée par les caméras. Donc, je me demande si on n'est pas obligé de passer en... Alors, soit on enlève les caméras, enfin, on ferme... Parce que du coup, il ne voit pas une partie de la diapo. Alors, ça peut être pour chacun, ou alors alors moi, c'est bon. C'est effectivement pour chacun, on peut mettre la grille vidéo. C'est les petites il y a des petites options. Voilà. Ok. Il faut... Donc c'est... Alors c'est vrai qu'en fait, moi je fonctionne avec double écran, donc je suis large, mais effectivement, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Là, moi ce soir, je n'ai qu'un écran. Donc on nous signale quand même que c'est impossible d'enregistrer. Bon. Ok. Donc le calendrier, donc Parcoursup, ça se déroule en 3 étapes. La première, qui dure tout le long de la procédure, en fait, c'est découvrir les formations et élaborer son projet d'orientation. Donc ça a démarré, j'ai envie de dire, Parcoursup, dans sa version actuelle, a ouvert au mois de décembre. Donc, on avait accès à Parcoursup à partir du 20 décembre. Mais même avant, on pouvait aller sur l'ancienne version pour s'informer sur les formations. La deuxième étape, c'est celle qui démarre aujourd'hui, en fait, puisqu'on est le 20 janvier. C'est celle de l'inscription et de la formulation des vœux, puis de la finalisation du dossier. Entre deux, il y aura l'examen des vœux par les formations. Et enfin, la troisième étape, c'est obtenir les réponses des établissements pour lesquels on s'est porté candidat, des formations pour lesquelles on s'est porté candidat, et faire ses choix. Donc, on va dérouler tranquillement chacune de ces étapes. On va passer peut-être un petit peu vite sur la première qui a démarré depuis un petit moment. Donc, on peut passer du coup au calendrier. Donc, juste pour vous donner les dates importantes, donc c'est ce que je vous disais, hein, l'information, la découverte des formations, on dit jusqu'à janvier 2021, mais finalement, jusqu'à la fermeture de Parcoursup, on peut utiliser cette fonctionnalité de Parcoursup. Du 20 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, hein, c'est je m'inscris, je formule mes vœux, je formule mes vœux. Donc, une date à retenir absolument, c'est celle du 11 mars, puisque c'est le dernier jour pour formuler des vœux.
au-delà du 11 mars, il ne sera plus possible d'entrer un vœu sur Parcoursup. Donc le 11 mars, c'est vraiment la date à avoir en tête. Et puis, le candidat aura ensuite jusqu'au 8 avril pour finaliser son dossier. Il recevra ensuite les réponses des formations à partir du 27 mai. Voilà, donc là, c'est juste pour vous donner un calendrier d'ensemble et puis on va dérouler chacune des étapes. Les inscriptions seront faites avec les professeurs principaux. D'accord. Donc, première étape, découvrir les formations et élaborer son projet d'orientation. C'est une étape qui est déjà bien engagée. Donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà, donc des sites utiles pour préparer ce projet et qui peut être encore finalisé, hein. Donc Parcoursup, bien entendu, et je vais vous montrer ensuite comment on peut utiliser Parcoursup dans cette fonctionnalité. Et puis aussi Terminal 2020-2021 qui agglomère en tout cas de quelques outils pour aider l'élève à formaliser son projet d'orientation. Donc les fiches dialogue, bon ça se fait avec l'établissement. Donc les ressources, oui, vous pouvez passer, ça me va bien. Donc les ressources, donc Terminal 2020-2021, infos sur les filières, les formations, les métiers. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, ça agglomère en fait différents outils pour travailler sur son projet d'orientation. Et puis Parcoursup, où on peut trouver plus de 17 000 de fiches de formation détaillées, enfin les 17 000 formations qui passent par Parcoursup pour les candidatures en fait. Voilà. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Dans ces 17 000 formations, il y en a de nouvelles qui arrivent cette année sur la plateforme. S'arrête de poser sur la page calendrier. Vous avez vu, Madame Demoule, moi, je vois bien. Oui, ça peut être sur une personne. À ce moment-là, ça peut avoir bloqué, mais peut-être que ça fonctionne par contre. Oui, je pense que c'est le flux, la connexion. Éventuellement, se déconnecter et se reconnecter. Donc, les nouvelles formations accessibles en cette rentrée, les 4 écoles nationales vétérinaires françaises qui maintenant sélectionnent une partie de leurs candidats, j'ai envie de dire, en post-bac pour une année de préparation à leurs écoles et à leur formation, au lieu des 2 années de classe prépa, ce qui n'empêche pas la sélection après les 2 années de classe prépa. Il y a ces 2 possibilités maintenant. Les bachelors universitaires technologiques, donc BUT, qui remplacent les DUT. Du coup, les bachelors, ce sont des cursus en 3 ans qui permettent d'atteindre le grade de licence et les spécialités restent celles qui existaient pour les DUT. Au niveau des classes préparatoires, nouvelle formation, donc la classe préparatoire mathématiques, physique, ingénierie, informatique, et puis une autre qui concernera moins peut-être, la classe préparatoire économique et commerciale, voie générale. Autre formation nouvelle, les parcours préparatoires au professorat des écoles. Là, ce sont des parcours qui se font en partenariat un lycée avec une université, donc dans le cadre de la préparation d'une licence, et c'est donc, bon, comme le nom l'indique, pour préparer le professorat des écoles au niveau du master. Donc voilà, c'est un parcours qui démarre dès la licence 1 et qui permet aux étudiants de ces parcours de déjà faire des stages des mises en situation professionnelle. Et puis, ils ont un parcours dans un lycée, plus de culture générale par rapport à ce qui est fait dans la licence. Alors, il y en a peu cette année, je le dis quand même parce que j'y reviendrai pas, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des questions. Dans notre académie, ça se fait à ma connaissance aujourd'hui, en tout cas, uniquement au niveau à Angers, avec le lycée Bergson, et donc dans le cadre de la préparation d'une licence de mathématiques. Voilà. Puis aussi, donc, nouvelles formations, bachelor, formation d'apprentissage, etc. Voilà.
Donc, un petit focus sur les formations d'apprentissage. En apprentissage, on peut préparer tout diplôme professionnel. Donc, elles sont disponibles dans les sections de techniciens supérieurs, dans les instituts universitaires technologiques. Quelques mentions complémentaires peuvent aussi se préparer en apprentissage. Et puis, être étudiant, on le rappelle ici, c'est être apprenti, pardon. C'est certes être étudiant, mais surtout être salarié, donc avec un contrat de travail signé avec un employeur, et donc on est salarié de cette entreprise. Et donc, viser une formation d'apprentissage, c'est à la fois trouver le centre de formation pour faire cette formation, mais aussi et surtout trouver l'employeur. Voilà. En général, les établissements peuvent accompagner la recherche de l'employeur. Tout à fait. Et ça signifie aussi ne plus avoir de vacances scolaires normales, mais des congés payés. Tout à fait. Donc, que 5 semaines au lieu des… Enfin, j'avais fait le calcul pour les niveaux 4. C'est un tiers de ce qu'on peut avoir habituellement, quoi. Voilà. Donc, je voulais juste faire ce petit focus parce que j'y reviendrai pas forcément. Donc, c'était… voilà. Donc, on va continuer. Donc, sur Parcoursup, on peut faire des recherches de formation par mots-clés ou par critères de recherche et ensuite affiner en utilisant la carte et en zoomant dessus pour voir les formations qui existent sur une zone géographique. Donc, on peut voir la diapo suivante. Alors, je ne peux pas vous faire de démonstration. Et donc, on arrive en faisant une recherche par critère. Alors, on peut rechercher un type de diplôme et en mettant un mot-clé du secteur visé, puis après zoomer sur une zone géographique. En tout cas, on accède à une fiche formation. Et puis, tout de suite, on voit le nombre de places disponibles en 2021, qui est dans l'encart bleu foncé de chaque formation. Le taux d'accès en 2020, c'est-à-dire la proportion de candidats ayant reçu une proposition d'admission en phase principale. Ce taux d'accès, il est dans l'encart blanc. Le pourcentage de candidats admis selon le type de baccalauréat en 2020, donc général, technologique ou professionnel. On vous suggère aussi d'aller regarder des formations similaires afin d'élargir les choix. Donc, il y a 2 petits onglets, voir la fiche et formation similaire pour chaque formation trouvée. Et puis, un lien donc pour accéder à la fiche détaillée de la formation. Donc, on va voir ce qu'il y a sur ces fiches de formation. Donc, sur la fiche de présentation d'une formation, on va trouver pour la formation les contenus, l'organisation des enseignements, les langues et options proposées dans l'établissement visé, les dispositifs pédagogiques particuliers, les frais de scolarité. Ça peut être un critère important à prendre en compte. Et puis, modalité calendrier des épreuves écrites et ou orales prévues par certaines formations sélectives. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui concerne la formation. On va aussi vous donner les connaissances et compétences attendues. Donc, pour une formation particulière, quel que soit le lieu de formation, il y a des attendus qui sont définis au niveau national et puis des attendus complémentaires pour l'établissement pour lequel on est en train de consulter la fiche. Donc, arrive cette année, évidemment, pour vos enfants qui sont maintenant en terminale, vous pouvez penser que ça arrive un petit peu tard, mais puisque ça se fait après coup. Mais une rubrique Bac 2021 qui indique les spécialités et options recommandées par les formations pour y réussir dans cette formation. Ensuite, on a des indications sur les critères d'examen des vœux et sur la manière dont sont examinés les vœux. Alors, parfois, ça va un petit peu loin et c'est… bon, voilà. Puis, les débouchés et on a pour chaque formation les contacts
de référent de formation, hein. Donc, à chaque fois, on indique pour les élèves en situation de handicap, le référent handicap, le responsable pédagogique que l'on peut contacter si on a des questions à poser et éventuellement des étudiants ambassadeurs qui peuvent aussi, eux, témoigner de leur expérience et répondre à certaines questions. Sont indiquées aussi les dates des journées portes ouvertes ou des journées d'immersion. Alors, vous le savez bien, au vu de la crise sanitaire, beaucoup de ces journées portes ouvertes, se font, sous une modalité, virtuelle, là aussi. Mais, ça ne doit pas, empêcher, en tout cas, de fréquenter ces journées portes ouvertes parce que c'est des éléments qui seront importants à mettre en avant aussi au moment où on demandera aux candidats de motiver sa demande. C'est toutes les difficultés, hein, des Ouais. établissements. Nous, on est en train d'essayer de les organiser. C'est encore compliqué. Effectivement, on part là-dessus, c'est-à-dire des présentations virtuelles avec du Zoom, hein, comme ce que nous sommes en train de faire ce soir, donc des présentations des différentes formations, et puis des rendez-vous individuels en fait avec les familles qui sont intéressées. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les établissements et à solliciter des rendez-vous parce que finalement, ça va être le seul moyen. En faisant venir juste sur un rendez-vous, une famille, on peut faire, mais par contre, effectivement, le format classique, là, cette année, en tout cas pour l'instant, ça va pas être, ça va être très compliqué à organiser. Oui, tout à fait. Voilà, en tout cas, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur ces fiches, de présentation des formations accessibles via Parcoursup. Donc il faut vraiment que vos enfants aillent, consulter ces fiches de présentation. Voilà, on peut passer, je pense, à la diapo suivante. Donc la deuxième étape, alors on va s'arrêter 2 secondes. Est-ce que déjà vous avez des questions sur cette première partie de présentation? Sur les informations qu'on trouve sur Parcoursup et la manière, d'aller, Vous pouvez éventuellement rallumer votre micro s'il y a une question qui vient oui, des en parents. direct, c'est possible. Ouais. 1 à 1, c'est mieux. A priori, ça Je regarde, a l'air d'être plutôt clair. ça a l'air de alors je pense que oui. Bon, alors on continue. Donc deuxième étape, celle, qui démarre aujourd'hui, comme je vous le disais, l'inscription, la formulation des vœux et puis la finalisation du dossier. Donc bien entendu, c'est ce que je vous disais, hein, on poursuit la réflexion, on participe aux journées portes ouvertes, quelle qu'en soit la forme. Les salons d'orientation, alors il y a eu le salon de l'étudiant en virtuel, il y aura, un salon, Formatech, les 12 et 13 février, là aussi tout en virtuel. Donc on peut accéder, à l'information donnée par les établissements présents sur ces salons. Ça n'est pas exhaustif là non plus, mais on peut aller voir en tout cas, si en général les établissements l'indiquent, hein, quand ils participent à l'un ou l'autre des salons sur leur site propre. Donc mais ça peut être l'occasion aussi d'une prise de contact, ces salons. Donc les dates, comme je vous le disais tout à l'heure, du 20 janvier au 11 mars, l'inscription et la formulation des vœux. Donc jeudi 11 mars, hein, je vous le répéterai plusieurs fois, mais c'est le dernier jour pour formuler les vœux. Et puis jeudi 8 avril, ce sera le dernier jour pour finaliser les dossiers de candidature et confirmer chacun des vœux. Donc on peut passer les oui, parce qu'on va voilà. Donc s'inscrire sur Parcoursup, madame, alors je sais pas comment se prononce votre nom, je suis Il n'y a désolée. pas d'accent. Il n'y a pas d'accent, voilà, d'accord. J'avais un petit doute. Donc madame Demoule, vous le disiez tout à l'heure, cette inscription sera faite avec les professeurs principaux
Mais en tout cas, pour s'inscrire sur Parcoursup et créer donc son dossier, il faut une adresse mail valide qui sera consultée régulièrement. Je conseille, moi, mais les professeurs principaux le feront très probablement aussi, de ne pas utiliser une adresse que j'appelle farfelue. C'est-à-dire que pas de petit nom, voilà, que seul vous identifiez comme étant votre nom. Voilà, il vaut mieux avoir une adresse très classique. 44, ça fait pas très sérieux, quoi. Voilà, donc. Voilà, donc une adresse mail valide et qui sera consultée régulièrement, en tout cas, parce que ça permet d'échanger et de recevoir des informations sur votre dossier, donc une adresse sérieuse, entre guillemets. L'identifiant national, alors pour vous, c'est l'INAA, qui figure sur les bulletins scolaires, le relevé de notes des épreuves anticipées. Ceci étant, il n'y a pas eu d'épreuve anticipée pour, j'allais dire nos enfants, parce que j'ai un enfant en terminale en fait. Mais en tout cas, on a quand même accès à cet identifiant national. Et puis, les parents, et je pense que c'est fortement conseillé de le faire, peuvent enregistrer aussi leur adresse mail et leur numéro de portable pour avoir les mêmes alertes que leur enfant sur Parcoursup et donc suivre au plus près le déroulé, notamment au moment de la phase d'admission. Voilà. On peut continuer. Donc, une fois qu'on s'est inscrit, et j'ai envie de dire, à partir du moment où c'est fait, on va pouvoir formuler ses vœux sur Parcoursup. Et là, c'est vrai que c'est peut-être, c'est là où ça paraît le plus compliqué dans l'explicitation en tout cas. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Sur Parcoursup, chaque candidat peut formuler jusqu'à 10 vœux, auxquels on peut ajouter 10 vœux sur des formations en apprentissage. Voilà, donc le décompte ne se fait pas de la même manière. Il y a 10 vœux en formation, on va dire, sous statut d'étudiant classique, et 10 vœux possibles en apprentissage. Chaque vœu, bien sûr, doit être motivé, puisqu'à un moment, en quelques lignes, le lycéen doit expliquer ce qui motive chacun de ses vœux. Et les vœux, il faut le savoir, ne sont pas classés, donc il n'y a pas de contraintes imposées. Donc, il ne faut pas s'auto-censurer. Voilà. À partir du moment où un vœu est motivé, il faut le demander. Alors, 10 vœux, ça paraît peu. Peut-être certains vont se dire, bah oui, mais il faut faire attention parce qu'on n'a que 10 vœux. Vous allez voir qu'en fait, c'est 10 vœux, mais ça va représenter beaucoup plus de candidatures. Donc, diversifiez vos vœux. N'hésitez pas à en formuler plusieurs, à élargir les choix. En moyenne, un candidat fait juste 9 vœux. Alors, je vous disais que 10 vœux, ça peut paraître peu, mais en fait, il existe des vœux multiples. Un vœu multiple, c'est un regroupement de formations identiques. Par exemple, un vœu multiple, c'est le BTS aménagement paysager. Ça, c'est un vœu multiple et qui regroupe toutes les formations de ce BTS à l'échelle nationale. Ce vœu de BTS aménagement paysager, s'il est formulé, ça compte pour un vœu parmi les 10 possibles. Chaque vœu multiple, donc BTS aménagement paysager dans mon cas, est composé de sous-vœux. Chaque sous-vœu, c'est ce BTS préparé dans un établissement. Donc, pour le BTS aménagement paysager, vous pouvez, le candidat peut le demander dans 3 lieux différents. Ça fera un vœu parmi les 10, plus, si c'est 3 lieux différents, et donc 3 sous-vœux pour ce vœu multiple. Alors, pour chaque vœu, excusez-moi, juste, j'ai encore une toute petite précision. C'est peut-être pas là. On peut aller après, du coup.
Alors, étant limité en sous-vœux, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, le nombre de sous-vœux, c'est 20 au total et 10 par vœu multiple. C'est-à-dire que pour le BTS aménagement paysager, on ne peut le demander ou on peut aller jusqu'à 10 vœux d'établissement pour ce BTS. D'accord? Et au total, parmi toutes ces candidatures, on aura 20 sous-vœux. Rassurez-vous, Parcoursup, à chaque fois que vous entrez un vœu, faites des comptes pour vous et vous indique où vous en êtes. Voilà. Donc, les vœux multiples, donc ils sont regroupés à l'échelle nationale la plupart du temps. Donc, c'est le cas. Donc, ce qui peut faire l'objet d'un vœu multiple, ce sont les BTS et les brevets universitaires technologiques. Là, ils sont regroupés par spécialité au niveau national. Les diplômes nationaux métiers de l'art et du design sont regroupés par mention, donc à l'échelle nationale. Les diplômes de comptabilité de gestion regroupés à l'échelle nationale, il n'y en a qu'un. Et les classes prépa, elles sont regroupées par voie à l'échelle nationale. La classe prépa BCP-ST, c'est un vœu multiple. Chaque fois que vous le demandez dans un établissement, c'est un sous-vœu de ce vœu multiple. Alors, quelles sont les mentions en DN-MAD? Là, je suis désolée, mais alors déjà, je ne les ai pas toutes en tête là tout de suite. Et puis, alors, c'est des choses comme design d'objets ou design d'espace ou des choses comme ça. Mais je ne les ai pas toutes en tête et je n'ai pas l'accès à la documentation qui me permet de vous répondre précisément. Je peux vous laisser après l'adresse mail du CIO où vous pouvez poser ce type de questions. Hein. Voilà, quand c'est des questions d'information sur l'adresse mail du CIO, on vous répondra, il n'y a aucun souci. Là, on a mis des adresses avec des informations. Voilà, donc là, il y a au nombre de 14, quelqu'un a répondu, moi je ne peux pas le faire de où je suis, donc objet, espace, etc. C'est collaboratif, c'est ça qui est bien. Ben oui, c'est très bien. Est-ce que c'est clair pour cette histoire de vœux et sous-vœux? Je pense que ça va. Je n'ai pas de questions trop à ce sujet. Donc, on peut continuer. Donc là, c'est une illustration. Hein. Vous demandez un BTS métier de la chimie dans 7 établissements différents. Dans votre dossier, ces demandes vont compter, c'est ce que je vous ai explicité précédemment, pour un vœu multiple, le BTS, et 7 sous-vœux, chacun des établissements, décomptés dans la limite des 20 sous-vœux. Alors, peut-être certains de vos enfants seront concernés. Certaines formations, alors c'est le cas des IFSI, c'est le cas des formations, je vais reprendre ça, attendez 2 secondes, parce que ça c'est des choses qui sont déjà regroupées au niveau territorial, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'IFSI de Bretagne, ça regroupe déjà 3 instituts. Pour autant, ce regroupement, ça comptera pour un vœu multiple uniquement. Et les sous-vœux, chacun des instituts ne sont pas décomptés. C'est des choses à cocher. Mais du coup, pour ces IFSI qui font déjà l'objet de regroupements territoriaux, on ne pourra faire que 5 sous-vœux au lieu des 10 pour les autres formations. Donc, c'est ce qu'on vous met. Hein, rassurez-vous, dans votre dossier Parcoursup, il y a un compteur de vœux qui permet de suivre les vœux multiples et les sous-vœux formulés. À retenir 10 vœux, 20 sous-vœux. Un vœu, c'est une formation. Les sous-vœux, c'est les établissements où on prépare ces formations, pour synthétiser. Je pense que voilà, les IFSI, orthoptie, audioprothèse, orthophonie, regroupés déjà au niveau territorial, donc 5 sous-vœux uniquement possibles.
Un petit focus sur le secteur géographique. Donc, pour les formations sélectives, BTS, brevet universitaire technologique, IFSI, les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, par exemple. Il n'y a pas de secteur géographique, c'est vraiment un recrutement au niveau national. Donc, on peut postuler dans son académie ou en dehors. Il faut juste se poser la question de est-ce que je me vois vivre dans tel endroit? Est-ce que c'est possible aussi d'assurer un déménagement dans telle région, etc., etc. Mais en tout cas, il n'y a pas de limitation géographique pour ce type de vœu. Pour les formations non sélectives, donc les formations de l'université, les licences et la PASS, le PASS, pardon, donc il y a une priorité qui est donnée au secteur géographique qui est généralement l'académie. Voilà. Donc on peut faire des vœux pour les formations qui nous intéressent dans l'académie ou en dehors, mais quand la licence visée est très demandée, il y aura une priorité donnée au secteur géographique. Généralement, l'académie, et parfois c'est infra-académie, je pense par exemple, et je vais le dire tout de suite, à STAPS, Sciences et techniques des activités physiques et sportives, qui, pour la licence STAPS de Nantes, le secteur géographique, c'est la Loire-Atlantique et la Vendée. Donc, c'est seulement 2 départements de la région académique. Alors, il y a juste une question. Oui. On dit donc pas de vœux multiples pour les bachelors, il me semble que si. Alors, bachelor, BUT? Oui. Ah, si, tout à Si, fait. hein. C'est ça, j'avais dit que les BUT, ils étaient regroupés au niveau national. Et donc, si, des sous-vœux possibles pour les BUT. Si, tout à fait. Alors, c'est une formation universitaire, mais c'est une formation sélective. Là, je parlais des formations non sélectives pour le secteur géographique. Et là, il n'y a pas de sous-vœux pour le coup. Donc, quand il y a une limitation géographique pour l'accès à certaines formations de l'université licence PASS, à ce moment-là, le recteur décide d'un pourcentage de candidats extérieurs au périmètre de recrutement. Et il faut alors demander une dérogation quand on vise une licence qui est, on va dire, contingentée en termes de place, hein, où le taux de pression est important. Et il faut justifier de sa demande qui sera étudiée pour pouvoir intégrer cette formation. Donc, l'indication du secteur est affichée aux candidats hein, sur Parcoursup et les pourcentages fixés par les recteurs le seront aussi avant la phase d'admission. Ouais, j'explicite juste, alors, qui ne serait pas dans son propre secteur. Alors, j'ai pas vu le début parce que même pour les licences qui ne seraient pas dans son propre secteur géographique, je peux prendre des questions qui concernent le secteur géographique. J'ai vu qu'il y en avait, mais je ne les vois pas, moi. Je vois non sélective égale étudiant qui est obligatoirement pris si c'est l'académie. Alors, obligatoirement pris, on verra que ce n'est pas tout à fait ça au moment de la phase d'admission. C'est-à-dire en tout cas que pour les licences où il y a beaucoup plus de candidats qu'il n'y a de place, il y a donc une priorité géographique. Parfois, même tous les candidats du secteur géographique ne peuvent avoir une place. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas admis, ça veut dire on leur a fait, l'université va classer toutes les candidatures. À aucun candidat il ne va dire non, mais du fait du nombre de places, certains ne pourront pas entrer dans la formation. Voilà. Alors, c'est un petit peu subtil parce que c'est pas l'université ne dit pas non, hein, mais voilà, à partir du classement qui est opéré en fonction de certains critères du dossier et au vu du nombre
de places offertes, certains candidats n'arrivent pas à entrer dans la formation. Et c'est le cas pour STAPS chaque année à Nantes, c'est le cas aussi pour Psycho à Nantes, l'année dernière encore. Donc voilà. Et donc l'autre question, c'est si on choisit une licence qui n'existe pas dans son secteur géographique, comment ça se passe? Alors, quand la licence n'existe pas dans le secteur géographique, en général, je sais que par exemple, les licences arts ne sont proposées qu'à Rennes, mais Rennes, du coup, son périmètre géographique, ça va englober l'académie où cette formation ne se fait pas. Voilà. En fait. Et puis, ou alors il y a un pourcentage de... Il y a toujours un secteur qui correspond. Oui, il y a toujours un secteur qui correspond. Et quand c'est une licence rare, souvent le pourcentage accordé par le recteur est du coup plus important qu'il ne l'est pour une licence qui est dispensée partout, pour permettre l'entrée d'étudiants en dehors de l'académie. Voilà. Donc, je vais juste parler de la demande de césure. Parce que on en entend parler, donc il faut en parler. Un lycéen peut demander une césure directement après le bac, c'est-à-dire qu'il va demander à suspendre sa formation pendant 6 mois ou 1 an pour réaliser un projet en lien avec la formation qu'il envisage, ou qui va enrichir en tout cas ses compétences ou enrichir son dossier, lui donner une expérience utile pour son projet de formation. Donc, durer 1 semestre à 1 année universitaire, c'est ce que je vous disais. Et lorsqu'on souhaite du coup obtenir une année de césure, il faut le signaler au moment de la saisie des vœux sur Parcoursup. Il y a une case césure qu'il faut du coup cocher pour signaler voilà, cette volonté de disposer d'un temps de césure, 6 mois à 1 an. Et l'établissement visé ne prendra connaissance de cette demande qu'après que le lycéen ait accepté définitivement la proposition d'admission, c'est-à-dire à la toute fin de la procédure. Et c'est à ce moment-là qu'au moment où le lycéen va contacter la formation pour s'y inscrire, après avoir accepté définitivement la proposition d'admission, qu'il va pouvoir déposer concrètement sa demande de césure. Donc cette césure, elle n'est pas accordée de droit. Il faut motiver cette demande, là encore, en précisant les objectifs et le projet, pour l'adresser au président ou directeur de l'établissement qui prendra la décision de l'accorder ou non. Si on lui accorde cette césure, ça veut dire qu'on lui réserve une place dans la formation afin que l'étudiant puisse la réintégrer sans repasser par Parcoursup. Excusez-moi. Je m'étrangle. Voilà, donc il faut le signaler au moment de Parcoursup et il faut surtout reformuler cette demande au moment de l'inscription quand on est admis dans un établissement et ça n'est pas accordé de droit. C'est vraiment le chef d'établissement qui décidera d'accorder cette césure ou non. Voilà. Voilà pour cette phase de formulation des vœux qui s'arrête donc, je le redis, jeudi 11 mars, 23h59 heure de Paris. Après, plus de possibilité du tout de rajouter des vœux. Donc, un conseil, c'est vraiment d'élargir au maximum les possibles au moment des candidatures et puis de ne pas s'auto-censurer. En se disant oh, je ne sais pas si je le demande parce que j'ai peur de ne pas être admis. Bon, il se peut qu'on ne le soit pas, mais en tout cas, si on ne l'a pas demandé, on ne risque pas d'être admis. C'est ce que j'ai envie c'est le message que j'ai envie de porter en tout cas. Voilà, sur la promotion de l'année dernière, l'élève qui a eu le plus de difficultés et pour laquelle ça a duré le plus longtemps de trouver une formation post-bac, c'était dans la classe celle qui avait fait le moins de vœux. Oui. Donc,
effectivement, voilà, on voit bien l'importance de vraiment consacrer du temps à ce choix de vœux et à en mettre autant que possible. D'essayer d'élargir au maximum. Alors, élargir une formation à d'autres établissements, c'est une manière d'élargir. Élargir à des formations du même secteur d'activité ou des formations d'un autre type. On peut demander un BUT et les BTS qui sont dans le même secteur d'activité, par exemple. Différents niveaux de formation pour un même domaine, c'est-à-dire que si le dossier ne passe pas pour un niveau d'exigence de formation très élevé, peut-être qu'il passera pour un niveau un peu en dessous. Tout à fait. Voilà, y a-t-il des questions sur la formulation des vœux? Alors, il y a juste une question sur le PDF, sur la présentation, là, le PowerPoint. Et oui, effectivement, je vous l'enverrai par mail pour que vous l'ayez tous. Je ferai un envoi groupé. Excusez-moi. Bonjour le chat. C'est bonjour le chat. Et je pense qu'elle va... Bon, c'est l'heure où elle va venir m'embêter là. Mais on peut continuer du coup. Donc, après, mais on peut l'avoir commencé avant, avoir formulé les vœux, il faut aussi finaliser son dossier et confirmer. On a 2 questions. Ah, pardon. On a 2 questions. Y a-t-il une priorité sur les vœux dans l'ordre de demande? Je crois qu'on a dit qu'il n'y avait pas de priorité. Classement. Voilà. Est-ce que cela fonctionne pour les établissements privés? Alors, la plupart des formations aujourd'hui sont sur Parcoursup. La plupart. Il y a encore effectivement quelques formations privées, mais beaucoup des formations privées sont déjà sur Parcoursup. Hein, mais il y a encore quelques formations privées qui ne figurent pas dans Parcoursup. Si vous ne les trouvez pas dans le moteur de recherche, je vous invite à contacter directement l'établissement visé pour connaître les modalités de candidature, qui sont du coup propres à l'établissement. Voilà. Donc, après avoir formulé les vœux, il faut, et je dis après, alors on peut l'avoir commencé avant, hein, il faut aussi finaliser son dossier et confirmer chacun des vœux. Donc, le dossier, il faut indiquer pour chaque formation, pour chaque vœu formulé, pardon, un projet de formation motivé. Donc, c'est une petite, alors c'est pas une lettre, mais en tout cas, c'est motiver chacun des vœux, donc en indiquant pourquoi on vise cette formation, comment on a pu se renseigner, quelles sont les qualités, les compétences que je pense avoir pour réussir dans cette formation, etc., etc. Il y a alors, vos professeurs, j'imagine, vont accompagner les élèves sur cette question-là, et il y a des... J'en ai pas parlé, mais il y a des tutoriels qui concernent ce projet de formation motivée sur le site de l'ONICEP. Et puis, vous verrez sur la page d'accueil de Parcoursup qu'il y a différents chats proposés qu'on peut revoir qui portent sur des thématiques en lien avec Parcoursup. Et il y a notamment un chat concernant ce projet de formation motivée. Il faut renseigner... Pardon ? Les enseignants sont très attentifs pour l'accueil, donc pour la sélection des candidats dans les formations, à ce qui est écrit au niveau du projet motivé. Donc, il faut quand même que les élèves fassent attention à la façon dont ils le rédigent. Je sais que ici, chez nous, on a des enseignants en BTS qui ont déploré le fait d'avoir l'impression d'un copier-coller d'une présentation trouvée sur Internet. Donc, à la fois, il faut aller voir quels sont les conseils, mais à la fois, on a besoin de sentir la sincérité finalement du candidat. C'est certain.
Donc, il faut renseigner aussi une rubrique qui s'appelle Préférences et autres projets. Cette rubrique, elle est utile lorsque le candidat est obligé de faire appel à la commission d'accès à l'enseignement supérieur, notamment pour ceux qui, au moment de la phase d'admission, n'ont pas de proposition, c'est-à-dire que des noms. Cette commission qui peut après accompagner pour trouver une solution va se référer à cette rubrique pour essayer de trouver une solution. Voilà pourquoi elle est demandée. Certaines formations vont demander des pièces complémentaires qu'il faut donc il faut donc donner, enfin il faut alimenter le dossier de ces pièces complémentaires. Et puis il y a aussi une rubrique activités et centres d'intérêt qui est facultative, mais c'est bien de la renseigner quand on a des choses intéressante à y mettre parce que ça peut venir étoffer un petit peu un dossier. Donc, je ne sais pas, un engagement associatif en lien aussi avec la formation sollicitée, une pratique sportive ou musicale ou des choses, enfin voilà, des choses de cette nature peuvent être intéressantes à indiquer. Et puis donc, confirmer chacun des vœux, parce qu'un vœu non confirmé, alors c'est vraiment une validation dans l'interface Parcoursup. Donc, un vœu non confirmé ne sera pas examiné par la formation. Donc, c'est important de passer par cette étape. Et ce vœu doit être confirmé, chaque vœu doit être confirmé avant le 8 avril. Nous avons de la visite. Bonjour Hélène. Bonjour Stéphane. Alors, j'ai plus l'image, moi, parce que sinon, je ne voyais plus l'écran. Donc, on peut passer à la diapo suivante, du coup. Un petit récapitulatif des éléments qui seront transmis à chaque formation. Donc, le projet de formation motivé, je vous l'ai indiqué, les pièces complémentaires demandées par certaines formations, la rubrique activité centre d'intérêt et la fiche à venir. La fiche à venir, elle est renseignée par le lycée. On détaille un tout petit peu dans la diapo suivante. On va d'abord regarder ce qui est demandé au niveau scolaire. Ce sont les bulletins scolaires et les notes du baccalauréat. Alors, bon, là, ça va être les bulletins scolaires. Les évaluations communes, elles n'ont pas eu lieu. Les notes des épreuves anticipées de français, elles ont été données à partir des résultats de l'année, mais elles sont considérées comme des notes quand même de français. Et pour l'année de terminale, les bulletins scolaires des premiers et deuxième trimestres ou du premier semestre suivant le fonctionnement de l'établissement. Et puis, si elles ont bien lieu en mars, les notes des 2 épreuves finales des 2 enseignements de spécialité de terminale. Voilà. Donc, pour la fiche à venir, qu'est-ce donc? On va passer à la diapo suivante et je prendrai les questions ensuite. Donc, la fiche à venir, elle est renseignée par le lycée. On demande au conseil de classe, au 2e trimestre, d'examiner chacun des vœux du lycéen, alors avec bienveillance et confiance dans le potentiel de chacun. Ça, c'est le discours qui est donné. Donc, une fiche à venir renseignée par le lycée versée au dossier de l'élève qui indique les notes de l'élève, donc les moyennes en terminale avec l'appréciation des professeurs par discipline et un positionnement dans la classe. Les appréciations du professeur principal sur des compétences transversales et l'avis du chef d'établissement pour chacun des vœux. Cette fiche à venir, elle sera consultable par le lycéen dans son dossier à partir du 27 mai, c'est-à-dire au moment de l'examen des vœux. Voilà pour cette phase voilà, le dossier du candidat et la confirmation des vœux, donc jusqu'au 8 avril. Avez-vous des questions sur cette partie de l'exposé? Non. Très bien. Donc, je vais
donc la phase intermédiaire, c'est celle, on peut passer à la diapo suivante du coup, c'est celle de l'examen des vœux par les formations. Je vais être assez brève sur cette partie-là parce que c'est un petit peu, c'est la partie qui vous échappe complètement en fait. Donc il y a un moment là entre le 8 avril et le 27 mai où il ne se passe plus rien sur Parcoursup. En tout cas. Mais les formations, elles, les établissements, analysent les candidatures. Alors, on va regarder comment ça se fait. Donc, dans chaque formation, pour chaque formation, il y a une commission d'examen des vœux qui est chargée de définir les modalités, les critères d'examen des candidatures et d'examiner ces candidatures, du coup. Ces critères généraux d'examen, ils sont précisés, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la fiche formation Parcoursup pour aider les candidats à s'orienter et donc voir un petit peu s'ils répondent à ces exigences de la formation. Et puis, le bilan de cette procédure est donné et versé dans Parcoursup pour l'année suivante. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Dans les formations sélectives, donc les classes prépa, les BUT, les BTS, les écoles, les IFSI, donc admission sur dossier. Dans certains cas, il peut y avoir des épreuves écrites et ou orales. Notamment pour certains groupements d'écoles d'ingénieurs, je pense à ça particulièrement. Pour les BUT, il peut y avoir un entretien oral après examen du dossier, mais les calendriers et modalités sont connus des candidats. Ça c'est visible sur les fiches formation et vous êtes alerté sur ces modalités d'examen de la candidature quand elles sont si particulières. Et puis, dans les formations non sélectives, on y revient, licence et passe. Un lycéen peut accéder à la licence de son choix à l'université dans la limite, et voilà, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, des capacités d'accueil. Donc, si nombre de vœux reçus supérieur au nombre de places, la commission d'examen des vœux étudie les dossiers et vérifie leur adéquation avec la formation demandée afin de les classer. L'université peut aussi conditionner l'admission, donc ça va correspondre, on va le voir après, à une réponse oui si, au suivi d'un dispositif de réussite, donc une remise à niveau, un tutorat, un allongement du parcours de formation parfois, c'est pour favoriser la réussite de l'étudiant. Mais c'est ce que je vous disais, ça peut être, donc on peut ne pas être admis parce que la formation en licence a atteint ses capacités d'accueil, mais on n'aura jamais une réponse non venant de l'université pour les licences et le PASS. Donc tout ça, ça se passe dans les établissements qui ont reçu les candidatures et puis arrive cette étape qui démarre donc le 27 mai, celle où on va recevoir les réponses des formations et où il va falloir prendre des décisions. Cette phase d'admission, donc, elle débute le jeudi 27 mai. Donc, le candidat va consulter les réponses des formations sur Parcoursup. Et il va recevoir des propositions d'admission au fur et à mesure et en continu. Il faudra alors, à partir du 27 mai, il faudra alors y répondre dans les délais indiqués par la plateforme. Donc, on va dérouler chacune des étapes de cette phase d'admission parce que, bon, là, il y a toutes les dates, mais on les retrouvera sur le diaporama. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, consulte les réponses des formations le 27 mai, donc ce sera un jeudi. Il va recevoir donc des propositions d'admission au fur et à mesure en continu. Pourquoi au fur et à mesure et en continu? C'est parce qu'à chaque fois qu'un candidat fait un choix entre deux formations, entre plusieurs propositions, il libère du coup des places qui sont immédiatement proposées à d'autres candidats qui étaient jusqu'alors en liste d'attente. C'est pour ça que c'est au fur et à mesure et en continu. Le candidat doit obligatoirement répondre à chaque proposition d'admission reçue avant la date limite indiquée dans leur dossier.
Donc, le temps pour répondre, il diminue au fur et à mesure que l'on avance dans la procédure. Pour aider les candidats en liste d'attente, à suivre sa situation, il aura accès à des indicateurs disponibles pour chacun des vœux, c'est-à-dire qu'on verra, il verra où il en est dans la liste d'attente, son rang de classement dans la liste d'attente, et il aura aussi comme indicateur le rang du dernier admis l'année précédente. Alors, l'année précédente, hein, voilà. Donc, on peut passer à la diapo suivante du coup. Alors, les réponses, le type de réponse qu'on peut voir sur Parcoursup. Pour les formations sélectives, BTS, BUT, classe prépa, institut de formation aux soins infirmiers, les écoles, etc. On peut avoir une proposition. Oui, c'est une proposition. Oui, alors je vais répondre à votre question, monsieur ou madame Depé, rapidement. Donc, une proposition, oui, c'est une proposition d'admission. Le candidat pourra accepter cette proposition ou y renoncer. Voilà. Il peut avoir, pour ces formations sélectives, en attente d'une place, c'est-à-dire qu'il est en liste supplémentaire. Il peut, le candidat, maintenir ce vœu en attente ou se dire finalement non, je veux pas je ne veux plus de cette formation, donc j'y renonce. Et il peut avoir une réponse non, là, c'est définitivement non, donc il n'aura jamais sélectif, donc type, licence et passe. Là aussi, 3 types de réponses. Oui, proposition d'admission, donc le candidat accepte la proposition ou y renonce. Une réponse oui, si, je l'évoquais tout à l'heure, le candidat est accepté à condition de suivre un parcours particulier qu'on lui propose, à chaque fois, hein, le candidat accepte ou y renonce, ou il est en attente d'une place dans cette formation non sélective, licence ou passe. Et là, de la même manière, le candidat peut maintenir ce vœu en attente ou y renoncer. Donc, vous voyez que pour les formations non sélectives, on est soit dans une réponse positive, soit en attente, mais jamais en réponse négative. Ça ne veut pas dire qu'on sera nécessairement à un moment admis. On peut passer, je pense, à la diapo suivante. Comment on est alerté? Alors, dès qu'un candidat reçoit une proposition… Pardon? Juste pour la question, donc c'était, il peut dire oui et ensuite, finalement, renoncer à un vœu auquel il avait dit oui. Alors, la question, mais je pense que j'y réponds après. C'est pour ça que je n'ai pas répondu tout de suite, mais je peux le faire quand même. En fait, à chaque fois qu'un candidat a 2 réponses oui, il est obligé d'en choisir qu'une des 2 déjà. Mais il peut laisser toutes les autres formations en attente. Et du coup, si dans les vœux en attente, finalement, il a une réponse oui, du coup, il aura à ce moment-là 2 oui, celui qu'il avait dit, qu'il avait laissé en laissant les autres en attente, mais il faut qu'il en choisisse une des 2. Donc, il pourra finalement dire non s'il a une autre proposition. Je pense qu'en le disant comme ça, j'ai répondu. Je pourrais y revenir hein, si ce n'est pas suffisamment clair. C'est vrai que ça génère souvent des questionnements. Les alertes, en tout cas, à chaque fois qu'il y a une proposition d'admission, le candidat est alerté et la famille, si elle a renseigné son numéro de portable et son adresse mail, par SMS et par mail dans la messagerie personnelle, par notification sur l'application Parcoursup. Donc, c'est une application Parcoursup téléchargeable à partir du 27 mai. D'accord? Et puis, dans la messagerie, bien sûr, intégrée au dossier candidat sur Parcoursup. Donc, il y a 3… On est prévenu de 3 manières différentes, en fait. Hein. Donc, à chaque fois qu'il y a une proposition d'admission. Normalement, on ne doit pas passer à côté. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Alors, c'est là où c'est explicité, en fait, les
comment répondre aux propositions d'admission. Donc, le lycéen reçoit une seule proposition d'admission et il a des vœux en attente. Il peut accepter la proposition et ensuite, il indique les vœux en attente qu'il conserve. S'il accepte définitivement la proposition d'admission, ça veut dire qu'il renonce à tous ses autres vœux. Et à ce moment-là, il peut aller s'inscrire dans la formation où il a accepté définitivement la proposition. Quand le lycéen reçoit plusieurs propositions d'admission, et quand il a des vœux en attente, donc à chaque fois qu'il a plusieurs propositions d'admission, il ne doit accepter qu'une seule proposition à la fois. Donc, en faisant un choix entre plusieurs propositions, il libère des places pour d'autres candidats en attente. Et il peut garder des vœux en attente qu'il souhaite conserver en se disant d'accord, je veux bien de cette formation, mais si jamais j'ai une proposition finalement d'admission sur telle autre, je préfère telle autre. Donc, je la laisse en attente et je ne réponds pas encore de manière définitive. Donc, quand on accepte de manière définitive, ça veut dire qu'on renonce aux autres vœux. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parce que je sais que ça, c'est un petit peu délicat. On va regarder la diapo suivante et puis je prendrai les questions s'il y en a. Il se peut qu'un lycéen ne reçoive dans un premier temps que des réponses en attente. Alors, des indicateurs qui lui permettent de suivre sa situation et qui évoluent, bien entendu, jusqu'au 14 juillet en fonction des places libérées par d'autres candidats. Et donc, il faut attendre de remonter en fait dans cette liste d'attente jusqu'à avoir une proposition d'admission. Dans le cas où le lycéen ne reçoit que des réponses négatives, alors ça ne peut être que dans le cas où il n'a fait que des vœux de formation sélective, il peut demander conseil auprès de ses enseignants, il peut venir au CIO pour envisager d'autres formations, pour préparer en fait une phase complémentaire qui démarre le 16 juin. Dans cette phase, il pourra formuler jusqu'à 10 vœux dans des formations qui ont des places vacantes. Je vais regarder. Attendez, juste une petite minute. Donc, alors, les établissements, quand on n'a pas fait le plein, on va réouvrir des places à ce moment-là pour dire qu'effectivement, on rentre en phase complémentaire pour faire entrer d'autres candidats. Voilà. Donc, y a-t-il des questions sur cette phase où le lycéen reçoit ses réponses, les réponses à ses candidatures? Où est-ce que ça va? Ça a l'air d'aller. Bon. Alors, à quel délai pour répondre? Alors, je sais, c'est vrai que ça ne figure pas. En tout cas, le 27 mai, c'est 5 jours, ça passe vite à 3 jours et il y a un moment où on n'a plus que 24 heures. 24 heures, c'est court. C'est court, on est bien d'accord. Mais c'est au moment où… de bien surveiller boîte mail, les téléphones à ce moment-là. Oui. Mais c'est… alors, 2 étapes pour oui. Un oui provisoire et un oui définitif. Il y a un moment, je vais y venir, il y a des points d'étape obligatoires où le candidat est obligé de se prononcer. Donc, j'y viens, ça va répondre à vos questions. On peut continuer du coup. Donc, des points… merci. Un point d'étape obligatoire du 29 juin au 1er juillet pour les candidats qui ont des vœux en attente. Donc, ça ne concerne pas ceux qui ont accepté définitivement une proposition d'admission. On demande au candidat alors de faire le point sur son dossier. Donc, c'est 1 mois après le début de la phase d'admission. Donc, le candidat doit se connecter et confirmer les vœux en attente qui les intéressent toujours. Donc, ça, c'est parce que c'est c'est après le constat que certains laissaient jusqu'au bout du bout des vœux en attente
ce qui en tout cas, ralentissait un petit peu le système. Alors qu'il pouvait y avoir dans ces vœux en attente des vœux auxquels, de toute façon, ils auraient renoncé. Donc voilà, on leur demande à chaque candidat ce petit point d'étape pour refaire le point sur le dossier et puis confirmer des vœux en attente, hein, ça peut être le cas, mais en tout cas, s'il y en a qui ne souhaitent plus laisser en attente, ils peuvent les libérer pour d'autres. Donc c'est important. On peut passer à la diapo suivante. Alors, c'est les solutions pour ceux qui n'ont pas reçu de proposition d'admission. Donc, si c'est dès le 27 mai, bon, on accompagne et on prépare la phase complémentaire. Cette phase complémentaire, elle a lieu du 16 juin au 16 septembre. Donc, c'est la possibilité de formuler jusqu'à 10 vœux dans des formations qui disposent de places vacantes. Et puis, à partir du 2 juillet, les candidats pourront donc solliciter l'accompagnement de la commission d'accès à l'enseignement supérieur de leur académie qui va étudier leur dossier, les aider à trouver une formation au plus près de leur projet en fonction des places disponibles. Et c'est pourquoi il est important d'indiquer de renseigner la rubrique préférence. Elle s'appelle comme ça, la rubrique. Voilà. On peut passer à la diapo suivante, je pense. Donc, ne pas oublier cette étape qui est l'inscription administrative. À partir du moment où on a accepté définitivement une proposition d'admission et après résultat au baccalauréat, donc inscription administrative auprès de l'établissement pour lequel on a accepté la proposition d'admission. C'est un dossier administratif à remplir. Un dossier d'inscription. Et là, c'est auprès de l'établissement, c'est pas sur Parcoursup, c'est important de le dire quand même. Donc, ces modalités sont propres à chaque établissement. Alors, on a une question. Oui. Si le candidat répond oui à une formation apprentissage mais ne trouve pas d'employeur, peut-il redire oui à une formation continue? Redire oui, ça voudrait dire qu'il aurait dit non avant. Oui, il a laissé en attente. C'est en attente. Mais à ce moment-là, enfin, pour les vœux, on apprend et on peut avoir dit oui à une formation autre qu'apprentissage et laisser du coup la formation en apprentissage parce qu'on a dit oui, mais c'est un oui-si en fait, parce que c'est oui à condition de trouver un employeur. Donc, c'est pas un oui définitif en apprentissage tant qu'on n'a pas trouvé d'employeur. D'accord? Donc, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on répond oui à une formation initiale. Et puis, si finalement on trouve un employeur et qu'on peut rejoindre la formation en apprentissage, du coup, on renonce à celle en initiale. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait. Donc, il faut respecter les dates. Et puis, si le futur étudiant s'inscrit dans une formation en dehors de Parcoursup, donc il faut obligatoirement remettre une attestation de désinscription, de non-inscription sur Parcoursup qu'on télécharge via la plateforme. Voilà. On peut... De toute façon, si au départ on a dit oui à un établissement, ou même si on est allé jusqu'à remplir le dossier administratif, mais que finalement on trouve un apprentissage ou qu'on va ailleurs, vraiment prévenir les établissements. Parce que nous, on bloque des places. On a eu le problème cette année de places qui ont été bloquées pour des personnes qui avaient rempli le dossier administratif et qui ne sont jamais venues. Aïe, aïe, aïe. Donc là, c'est vrai que c'est pas... Alors, on rappelle, on n'a pas de nouvelles, on rappelle, mais en attendant, le temps passe et c'est vrai que c'est des places qui ne sont pas offertes à d'autres. Pour ceux qui sont en attente. Quoi. Donc là, c'est vrai que c'est pas fair play pour les autres. C'est exactement ça. Alors, pour l'explicitation de la procédure Parcoursup, on est allé au terme de la présentation. Donc, si vous avez des questions,
c'est le moment. Peut-on se réinscrire sur Parcoursup l'année suivante? Oui, c'est ce que je vous disais en tout début de présentation. Parcoursup, c'est vraiment l'interface entre le candidat et les premières années de formation de l'enseignement supérieur. Donc, dans le cas d'une réorientation, non seulement on peut, mais on doit passer par Parcoursup, un étudiant qui se réoriente, ou ça peut même être un jeune qui, après son bac, est resté 1 an, 2 ans sans entrer dans l'enseignement supérieur. Il peut aussi recandidater sur Parcoursup. Eh bien, si l'examen n'est pas obtenu, on est automatiquement désinscrit de Parcoursup. On ne peut pas accéder à l'enseignement supérieur sans le baccalauréat ou un équivalent du baccalauréat, mais ça ne concerne pas vos enfants pour le coup. Il y a une tentative qui a été faite, une courte expérimentation d'accepter l'entrée en BTS première année à condition de valider le bac dans l'année. Un échec parce que les jeunes qui n'ont pas eu le bac l'année d'avant, finalement, menaient de front, par exemple, la première année de BTS et repasser le bac, le bac est devenu obligatoire pour l'entrée dans les premières années de BTS, de STS, de section technicien supérieur depuis l'année dernière, en fait. Ouais. Mais de fait, beaucoup des sections de techniciens supérieurs demandaient effectivement l'obtention du bac avant l'entrée dans le BTS. Mais il y avait cette possibilité quand même. C'était surtout pour la formation continue. Oula. La 42e qui apprend à manger. Oui. Je pense qu'il y a eu l'ouverture d'un micro de manière inopinée, en fait. Alors, y a-t-il d'autres questions? Parce que je suis au terme de la présentation. Bon, j'espère en tout cas que ça a été clair pour vous. J'avais 2 diapos, donc la précédente. Quelle est la date de confirmation des résultats du bac? Alors, date de confirmation des résultats, les épreuves de rattrapage, c'est 8 au 10 juillet, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, et donc les résultats, c'est peu de temps après. C'est dans la foulée en général, hein, ça vient très très vite. Ouais. Quid pour les boursiers dans la procédure? On peut, voilà. Donc après, alors je vous conseille de créer le dossier social étudiant après s'être inscrit dans la procédure. Parce que il y a des informations qui basculent du coup de l'un à l'autre. Mais en tout cas, créer un dossier social étudiant qui permet de demander une bourse de l'enseignement supérieur et ou un logement quand on est amené à quitter le domicile familial. Et les demandes de logement en résidence universitaire peuvent être effectuées jusqu'à la rentrée en septembre. Mais il faut avoir créé ce dossier social étudiant. Donc, selon les endroits, les places là aussi peuvent être limitées, hein, donc plus c'est fait tôt et mieux c'est, quoi, toujours. Hein. Oui. Donc, sachez quand même que les critères d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ne sont pas les mêmes que celles de l'enseignement secondaire. Donc, on peut ne pas être boursier de l'enseignement secondaire et devenir boursier de l'enseignement supérieur. Donc, c'est quand même intéressant de regarder ça de près. Alors là, la question, je ne saurais pas y répondre. Est-ce qu'il regarde si l'élève a été boursier l'année précédente? Pour quoi? Pour l'admission dans les formations? Alors, oui, c'est la bonne question. Ou pour la bourse de l'enseignement supérieur? C'est pour l'obtention des bourses ou pour les champs? L'internat. Alors, l'internat, il n'est proposé il n'est pas proposé partout, l'internat. Il est proposé dans les lycées, notamment. C'est des chambres en CTU, principalement. Oui, c'est principalement des chambres en CTU, pardon. L'accès aux chambres en cité universitaire, effectivement, il y a une priorité quand même qui est donnée aux boursiers.
parce que c'est des logements à moindre coût et de fait, voilà. Sachez que pour les boursiers actuels, il y a aussi dans l'examen des candidatures et des réponses, il y a des priorités qui peuvent être données dans certains cas particuliers, mais voilà. Voilà, donc en tout cas, il faut aussi créer ce dossier social étudiant, c'est une démarche supplémentaire. Et puis, pour la dernière diapo, oui. Donc, un numéro vert, donc tout au long de la procédure, une messagerie contact depuis le dossier du candidat et puis sur les réseaux sociaux. Il y a Parcoursup aussi, donc on peut interpeller de cette manière-là. Alors, sachez que notamment la messagerie contact, c'est s'il y a des difficultés, j'ai envie de dire, techniques, c'est-à-dire, oups, j'ai supprimé un vœu alors que je ne voulais pas. Donc là, par exemple, on peut utiliser cette messagerie contact rapidement, hein, parce que voilà, il y a derrière cette procédure, il y a des gens qui peuvent réinjecter des vœux, enfin voilà, mais il faut le faire rapidement. Oui. Tout de suite se rendre compte quand on a fait. On a eu l'année dernière un élève qui voulait valider un vœu et au lieu de le valider, l'a refusé. Oui. Là, on a fait tout de suite la plateforme Parcoursup pour rectifier le tir. Voilà. Mais il faut le faire tout de suite. Il faut le faire tout de suite, il faut être très réactive. Alors, on a une question. Il me semblait que chaque formation supérieure avait obligatoirement un quota d'admission d'élèves boursiers. Oui. Oui, alors un quota par rapport au nombre de candidats. Total, oui. Et ça, c'est géré aussi par... Il me semble que Parcoursup nous indique si... Oui, voilà, il faut que vous preniez tant de candidats boursiers parmi votre liste d'admission. Oui. C'est en ça que je disais qu'il y avait des priorités données, puisqu'on favorise leur candidature. Alors là, oui, ce sont les boursiers lycéens. On est bien, c'est tout à fait ça. Oui. C'est avant la bourse étudiant. Oui. De la même manière, les bacheliers technologiques, je vais parler de cela puisque il y a des élèves dans cette situation parmi vos enfants. Dans l'examen des candidatures en BUT, du coup, voilà, les BUT s'engagent à prendre une proportion de 5 ou 10%, ça dépend des formations, mais supérieure au nombre de candidatures de bacheliers technologiques. C'est afin de favoriser cette poursuite d'études pour les bacheliers technologiques. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que j'aurais pu l'indiquer sur la diapo. Si vous avez des questions sur les formations, alors je ne parle pas de... Bien sûr, vous pouvez venir au CIO pour faire le point sur le projet, etc. Au CIO de Nantes, qui est ouvert tous les jours. Alors, je sais que beaucoup de vos enfants sont internes et que c'est compliqué parfois. Le CIO est aussi ouvert pendant les congés scolaires. Donc les vacances de février, on sera ouvert tous les jours de 9h à midi et de 13h30 à 17h. Je parle du CIO de Nantes, mais suivant l'endroit où vous habitez, ça peut être un autre CIO du département, donc Saint-Nazaire, Châteaubriand ou Rezé Sud-Loire. Voilà, au plus proche de votre domicile pour faire le point sur le projet de formation avec vos enfants. Si vous avez juste une question qui concerne une information, vous pouvez l'adresser au CIO par mail. Je ne l'ai pas indiqué non plus sur le diaporama, c'est cio.nantes, c'est facile, hein, cio.nantes@ac-nantes.fr. Voilà. Voilà, merci. Voilà, bah écoutez... Merci beaucoup pour cette... Mais je vous en prie. S'il n'y a plus d'autres
questions, effectivement. Merci en tout cas de votre participation. Je reste à votre disposition si besoin, il n'y a pas de souci. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Voilà. Merci de votre participation. Bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été présents. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.